Plus de 8 millions d'enfants allemands ont été transformés en soldats fanatiques d'une idéologie génocidaire. Non par la violence directe, mais à travers des écoles, des jeux, des chansons et des cérémonies conçues pour détruire leur capacité à penser de manière critique. En moins de 12 ans, le régime nazi a transformé toute une génération en instruments aveugles de destruction. Le conditionnement commençait à 6 ans et ne se terminait jamais. Les enfants juraient une loyauté éternelle à Hitler, mémorisaient la propagande raciale comme vérité scientifique et apprenaient que dénoncer leurs propres parents était un acte d'héroïsme. Pour 1939, des millions de jeunes considéraient la haine comme naturelle, le sacrifice comme glorieux et l'obéissance absolue comme sacrée. Ils ne se souvenaient d'aucune autre réalité. Les jeunesses hitlériennes, la machine d'endoctrinement massif. L'organisation qui a le plus profondément marqué la jeunesse allemande avait des origines modestes. Fondée en 1926 avec à peine quelques centaines de membres, les jeunesses hitlériennes ont cru de manière exponentielle après l'arrivée de Hitler au pouvoir. En 1933, l'organisation comptait 100 000 jeunes. Pour 1935, ce chiffre avait augmenté à 3,5 millions. Mais la véritable transformation a eu lieu en décembre de 1936, lorsqu'une loi a rendu l'adhésion obligatoire pour tous les jeunes Allemands entre 10 et 18 ans. À la tête de cette expansion massive se trouvait Baldur von Schirach, nommé leader de la jeunesse du Reich à l'âge de 23 ans. Schirach comprenait que la loyauté des jeunes ne se gagnait pas uniquement par la coercition, mais en créant une structure qui offrait un sentiment d'appartenance, d'aventure et de but. Les jeunesses hitlériennes s'organisaient comme une armée, avec des hiérarchies claires qui permettaient aux jeunes de gravir les échelons depuis de simples membres jusqu'à des postes de leadership sur leurs pairs. Cette structure pyramidale générait une compétition interne et favorisait l'ambition du pouvoir dès un jeune âge. Les enfants commençaient leur intégration au système à l'âge de 6 ans dans le PIMF, une étape préparatoire où ils apprenaient des chansons nazies, mémorisaient des slogans du parti et participaient à des jeux compétitifs conçus pour identifier les plus forts et agressifs. À 10 ans, ils rejoignaient formellement le Deutsche Jungvolk, le peuple jeune allemand, où l'entraînement s'intensifiait dramatiquement. Les activités récréatives se mélangeaient avec une instruction militaire de base, des marches forcées de 20 km avec équipement complet, une orientation nocturne en forêt, des exercices de survie dans des conditions extrêmes. La cérémonie d'initiation au Jungvolk représentait un moment crucial. Après des mois de préparation, les aspirants devaient surmonter des épreuves physiques rigoureuses, courir 60 mètres en 12 secondes, sauter depuis des plateformes de 2,5 mètres, compléter une marche d'1 jour et demi avec des provisions minimales. Ceux qui échouaient faisaient face à l'humiliation publique et au rejet social. Les réussis participaient à des cérémonies nocturnes éclairées par des torches où ils juraient une loyauté éternelle à Adolf Hitler, promettant d'être prêts à donner leur vie pour le Führer à tout moment. À 14 ans, les jeunes entraient dans les jeunesses hitlériennes à proprement parler. L'entraînement atteignait des niveaux d'intensité militaire complète. Les garçons apprenaient à manier des fusils et des pistolets, pratiquaient le lancement de grenades à main, étudiaient des tactiques de combat de base et la navigation avec des cartes militaires. Les week-ends et les vacances étaient consacrés à des camps qui simulaient des conditions de combat réelles. Au cours de ces sessions intensives, les jeunes passaient des journées entières exposés aux éléments, dormaient dans des tentes précaires, mangeaient des rations maigres et participaient à des exercices qui les poussaient délibérément à la limite de la résistance physique. Le conditionnement n'était pas uniquement physique. Chaque activité était accompagnée d'instructions idéologiques constantes. Les dirigeants jeunesse expliquaient que ces épreuves renforçaient la race aryenne, éliminant les faibles et tempérant les forts. Les marches forcées se présentaient comme une préparation à de futures conquêtes territoriales. Les exercices de survie enseignaient l'autosuffisance pour lorsque les jeunes coloniseraient des territoires slaves à l'Est. Chaque coup, chaque douleur, chaque moment d'épuisement extrême était réinterprété comme un sacrifice nécessaire pour le Reich des 1000 ans. La Bund Deutscher Mädel, la Ligue des jeunes filles allemandes, endoctrinait les jeunes filles avec des objectifs différents mais également totalitaires. Pendant que les garçons se préparaient comme soldats,
Les filles apprenaient leur destination comme mères de futurs guerriers ariens. L'entraînement mettait l'accent sur la gymnastique et l'athlétisme pour développer des corps sains capables de grossesses multiples. Les leçons d'économie domestique étaient mélangées avec l'instruction sur la pureté raciale et l'importance de sélectionner des partenaires génétiquement supérieurs. Les filles mémorisaient les lois de Nuremberg, apprenaient à identifier les caractéristiques raciales juives et recevaient un endoctrinement sur le danger que représentait le mélange racial. Les campements d'été représentaient le point culminant du conditionnement annuel. Pendant des semaines, loin de toute influence familiale modératrice, les jeunes vivaient dans un environnement de totale immersion nazie. Les journées commençaient à 5 heures du matin avec le lever des drapeaux et des chants aux fureurs. Les activités se succédaient sans répit. Marches, exercices, compétitions athlétiques, cours idéologiques, cérémonies nocturnes. Les leaders adultes surveillaient constamment le comportement de chaque jeune, identifiant ceux qui montraient un enthousiasme exceptionnel ou, au contraire, des signes de doute ou de résistance. Le système de punition révélait la cruauté inhérente à l'endoctrinement. Les jeunes qui montraient une faiblesse physique étaient confrontés à des humiliations conçues pour briser leur estime de soi. Ceux qui remettaient en question la doctrine nazie étaient dénoncés publiquement comme traîtres. Les punitions physiques étaient brutales, passage à tabac collectif, exposition prolongée au froid ou à une chaleur extrême, privation de nourriture. L'objectif était de créer une mentalité de meute où la dissidence individuelle devenait impensable. L'efficacité du système résidait dans sa capacité à satisfaire des besoins psychologiques profonds chez les adolescents. Les jeunesses hitlériennes offraient aventure, camaraderie, structure claire, sens du but et l'illusion d'importance historique. Pour les jeunes grandissant dans l'instabilité économique de l'après-guerre, l'organisation promettait certitude et pouvoir. Les uniformes conféraient une identité visible. Les hiérarchies permettaient une ascension basée sur le mérite. Les cérémonies grandioses généraient des expériences émotionnelles intenses que les jeunes associaient à un sens transcendant. Pour 1939, les jeunesses hitlériennes avaient absorbé ou éliminé toutes les organisations jeunesse alternatives en Allemagne. Groupes scouts, associations catholiques, clubs sportifs indépendants, tous furent dissous ou intégrés de force. Les autorités commencèrent à nier l'accès à l'enseignement supérieur et aux opportunités d'emploi aux familles dont les enfants ne participaient pas. La pression sociale sur les non-membres devint insupportable. Des enfants de 10 ans dénonçaient des camarades qui n'assistaient pas aux réunions, des enseignants interrogeaient sur les absences, des voisins signalaient des familles rétives. Lorsque la guerre a éclaté en septembre 1939, Baldur von Schirach avait accompli sa mission. 8 millions de jeunes Allemands avaient été façonnés selon des principes national-socialistes. Une génération entière considérait le militarisme comme normal, la suprématie raciale comme naturelle et la figure d'Adolf Hitler comme sacrée. Ces jeunes ne se souvenaient pas d'une Allemagne antérieure au nazisme. Pour eux, les jeunesses hitlériennes ne représentaient pas un endoctrinement, mais la seule réalité qu'ils avaient connue, la nazification du système éducatif. Transformer les salles de classe en casernes. La transformation du système éducatif allemand a commencé par une purge massive et implacable. Entre 1933 et 1935, plus de 30 000 enseignants ont été licenciés de leur poste. Certains étaient juifs, d'autres avaient des affiliations politiques inacceptables pour le régime. Beaucoup avaient simplement exprimé des doutes sur le national-socialisme. Les critères de sélection étaient clairs. La compétence académique passait au second plan par rapport à la loyauté idéologique. Un enseignant médiocre mais fanatiquement nazi servait mieux le régime qu'un éducateur brillant ayant des réserves sur Hitler. Le Lehrbund national-socialiste, la Ligue des enseignants national-socialistes, a pris le contrôle total sur qui pouvait enseigner en Allemagne. Chaque professeur devait adhérer à cette organisation et démontrer un engagement actif envers la cause nazie. Les enseignants assistaient à des camps d'entraînement idéologique où ils apprenaient non pas des méthodologies pédagogiques, mais des techniques de propagande. On s'attendait à ce que chaque éducateur soit d'abord un soldat politique et seulement secondairement un instructeur académique. Les évaluations de la performance mesuraient la capacité de l'enseignant à inculquer le fanatisme national-socialiste et non à développer la pensée critique.
La réécriture des supports éducatifs a atteint des niveaux de perversion difficiles à comprendre. Les livres de mathématiques incorporaient des problèmes conçus pour normaliser le génocide. Un problème typique demandait « Un malade mental coûte à l'État 4 marks par jour, un handicapé 5 marks et demi, un criminel 3 marks. Dans une institution, il y a 1500 malades mentaux, 900 handicapés et 300 criminels. Combien l'État économise-t-il si ces personnes sont éliminées ? Des enfants de 10 ans apprenaient l'arithmétique par des exercices qui présentaient le meurtre de masse comme une solution logique à des problèmes économiques. La biologie s'est complètement transformée en pseudo-science raciale. Les étudiants consacraient des semaines entières à mesurer des crânes, à classifier des types de cheveux, à étudier des formes de nez. Ils apprenaient à identifier des caractéristiques supposément juives, slaves, gitans. Les manuels scolaires présentaient des photographies de personnes de différentes ethnies avec des descriptions attribuant des traits moraux à des caractéristiques physiques. Les Juifs étaient intrinsèquement menteurs, les Slaves naturellement inférieurs intellectuellement, les Africains à peine supérieurs aux animaux. Ce n'étaient pas des opinions discutables, mais des faits scientifiques que les étudiants devaient mémoriser pour réussir des examens. L'histoire a peut-être été la discipline la plus brutalement distordue. Les manuels scolaires présentaient l'histoire allemande comme un récit continu de victimisation par des ennemis extérieurs et de trahison intérieure. La Première Guerre mondiale n'avait pas été perdue militairement, mais par le coup de poignard dans le dos des Juifs et des communistes. La République de Weimar représentait une humiliation nationale causée par des conspirations juives internationales. Le traité de Versailles était un crime contre le peuple allemand qui justifiait toute action pour rétablir l'honneur national. Les étudiants apprenaient que la guerre n'était pas une calamité à éviter, mais une épreuve noble de la vitalité raciale. De nouvelles matières obligatoires complétaient la transformation curriculaire. Sciences raciales est devenue une matière centrale où des élèves de 12 ans étudiaient les supposées différences génétiques entre les races. Études de l'hérédité enseignaient des principes eugéniques, l'importance d'éviter la reproduction avec des individus inférieurs, la nécessité de stériliser les malades mentaux et les handicapés, le devoir de chaque Allemand de contribuer à l'amélioration raciale. Éducation idéologique consistait en la mémorisation directe de textes de Hitler, en particulier des passages de Mein Kampf, qui étaient étudiés avec la révérence traditionnellement réservée aux textes religieux. Le temps consacré à l'éducation académique traditionnelle a diminué de façon dramatique. Les heures hebdomadaires d'allemand, de mathématiques, de sciences et de langues étrangères ont constamment diminué, tandis que celles consacrées à l'éducation physique et à l'entraînement militaire augmentaient. Pour 1938, les élèves garçons passaient 5 heures par jour dans des activités physiques et seulement 3 en instruction académique. Le Reich avait besoin de corps forts et d'esprits obéissants, pas d'intellectuels critiques. Les écoles Adolf Hitler, également connues sous le nom de Napolas, représentaient l'idéal éducatif nazi porté à son expression maximale. Ces institutions d'élite, établies dans des châteaux et des manoirs confisqués, sélectionnaient les étudiants sur la base de la pureté raciale, de l'aptitude physique et du fanatisme idéologique. Une journée typique dans une Napola commençait à 5 heures du matin avec des exercices exténuants. Les étudiants recevaient des rations délibérément insuffisantes pour renforcer le caractère. Les cours académiques étaient minimes, se concentrant presque exclusivement sur l'histoire militaire, la géographie stratégique et la doctrine nazie. Les étudiants apprenaient l'équitation, l'escrime, le tir et le vol en planeur. Les douches étaient exclusivement à l'eau glacée. Les punitions pour faiblesse ou désobéissance comprenaient de sévères passages à tabac administrés par des étudiants plus âgés. Les étudiants juifs, qui demeuraient encore dans des écoles publiques jusqu'aux lois de Nuremberg de 1935, ont fait face à des humiliations systématiques conçues pour les briser psychologiquement. Les enseignants les désignaient en classe comme des exemples d'infériorité raciale. Leurs camarades recevaient des instructions explicites de ne pas socialiser avec eux. Pendant des leçons de sciences raciales, des enfants juifs étaient forcés de se tenir devant la classe, tandis que le professeur soulignait leurs supposées caractéristiques raciales inférieures. Des étudiants juifs ont rapporté des cas où des enseignants les forçaient à lire à voix haute
des passages antisémites de manuels scolaires, y compris des descriptions de juifs comme des parasites, des rats et des maladies. Julius Streicher, éditeur du journal antisémite Der Stürmer, a créé des versions spéciales de sa publication conçues spécifiquement pour les jeunes audiences. Der Stiftümmer présentait des caricatures grotesques de juifs avec des nez exagérés, des corps déformés et des expressions malveillantes. Les histoires relataient de prétendus crimes juifs contre des enfants allemands, enlèvements, meurtres rituels, empoisonnements. Un numéro spécial affirmait que les Juifs utilisaient le sang d'enfants chrétiens pour faire du pain de Pâques. Ces publications étaient distribuées gratuitement dans les écoles et étaient formellement intégrées au programme dans de nombreuses institutions. Les enseignants qui ont essayé de résister à la nazification ont fait face à des conséquences dévastatrices. Elisabeth Schmitz, professeure protestante à Berlin, a écrit en 1935 un mémorandum détaillé documentant les abus contre les étudiants juifs dans son école. Elle a été licenciée immédiatement et soumise à une surveillance constante de la Gestapo. Friedrich Rust, directeur d'école à Hambourg, a refusé de mettre en œuvre le programme éducatif racial et a permis aux étudiants juifs de continuer à participer normalement. Il a été arrêté en 1938 et envoyé dans un camp de concentration où il est mort 6 mois plus tard. La dissidence éducative était une trahison passible de la destruction de carrières et de vies. Pour 1939, une génération entière d'enfants allemands avait grandi sans accès à une éducation réelle. Ils avaient appris l'arithmétique à travers des problèmes sur l'extermination des indésirables. Ils avaient étudié la biologie qui présentait le racisme comme une science. Ils avaient mémorisé des histoires qui justifiaient l'agression militaire. Ils avaient passé plus de temps à marcher qu'à lire. Le système éducatif allemand, autrefois reconnu mondialement pour son excellence, s'était transformé en une usine de fanatisme qui produisait des jeunes intellectuellement appauvris mais idéologiquement purs, incapables de pensée critique mais parfaitement préparés à servir comme instrument d'un État génocidaire. Propagande infantile. Empoisonner les esprits dès le berceau. Joseph Goebbels comprenait une vérité fondamentale sur la propagande efficace. Elle devait commencer avant que les enfants ne développent leur capacité de pensée critique. Le ministère de la Propagande a conçu une campagne multimédia massive spécifiquement destinée à façonner les esprits des enfants dès le plus jeune âge. Cette campagne ne se limitait pas à des messages politiques évidents, mais pénétrait chaque aspect de la culture enfantine, transformant contes, jouets, chansons et divertissements en véhicules d'endoctrinement. Le livre pour enfants Der Giftpilz, le champignon vénéneux, publié en 1938 par Julius Streicher, illustrait la perversion de la littérature enfantine. Le titre même établissait la métaphore centrale. Tout comme les champignons vénéneux se déguisent parmi les champignons comestibles, les Juifs se cachent parmi les Allemands pour empoisonner la société. Le livre contenait 17 histoires courtes, chacune illustrée par des dessins présentant des Juifs avec des nez grotesquement longs, des barbes sales, des corps voûtés et des expressions maléfiques. Une histoire racontait comment une mère allemande enseignait à sa fille à identifier les Juifs en observant leurs caractéristiques physiques. Une autre décrivait un Juif essayant de séduire une petite fille aryenne pour contaminer son sang. Une troisième montrait un professeur juif harcelant sexuellement des étudiants. Chaque histoire se concluait par la même leçon. Les Juifs étaient des ennemis mortels qui devaient être évités et finalement éliminés. Ne fais confiance à aucun renard dans la lande verte et à aucun Juif sous serment, représentait un autre exemple de littérature enfantine empoisonnée. Publié en 1936, ce livre combinait des rimes accrocheuses avec des illustrations colorées présentant des scènes de prétendue perfidie juive. Une page montrait un commerçant juif vendant des marchandises défectueuses à des Allemands naïfs. Une autre illustre un médecin juif empoisonnant des patients ariens. Le livre a été distribué massivement dans les écoles primaires et est devenu une lecture obligatoire pour les enfants de 6 à 10 ans. Les enseignants utilisaient ces histoires comme base pour des leçons où les élèves identifiaient des caractéristiques juives sur des photographies et apprenaient à se méfier des voisins juifs. La production cinématographique destinée aux jeunes combinait divertissement et endoctrinement subtil mais efficace. Hitlerjunge Keks, sorti en 1933, narrait l'histoire de Heini Völker,
un adolescent qui abandonne sa famille communiste pour rejoindre les jeunesses hitlériennes. Le film montrait les communistes comme des criminels violents qui frappaient Heine et tuaient des enfants. Les membres des jeunesses hitlériennes apparaissaient comme des héros nobles, chantant des chansons inspirantes tout en marchant dans des rues ordonnées. Le climax survenait lorsque Heine mourait poignardé par des communistes alors qu'il distribuait de la propagande nazie, devenant martyr. Le film se terminait avec des milliers de jeunes nazis marchant sur sa tombe, tandis que la voix du Führer proclamait la victoire éternelle du national-socialisme. Des étudiants de toute l'Allemagne furent emmenés de force à voir ce film, et beaucoup rapportèrent en sortir du cinéma en souhaitant imiter le sacrifice de Heine. Jude Sus, bien qu'elle était destinée à un public adulte, a également été projetée pour les adolescents plus âgés dans le but explicite de générer une haine viscérale envers les Juifs. Le film présentait Joseph Sus Oppenheimer, un financier juif du XVIIIe siècle, comme un monstre qui violait des femmes aryennes, volait l'État et conspirait pour détruire l'Allemagne. Les scènes étaient conçues pour provoquer une répulsion physique, des Juifs barbus mangeant bruyamment, négociant de l'argent avec des gestes exagérés, regardant avec désir des femmes allemandes. Le point culminant montrait la pendaison de Sus, tandis que des foules allemandes célébraient. Heinrich Himmler a ordonné que tous les membres des SS et de la police voient le film. De nombreux auteurs de l'Holocauste ont par la suite cité ce film comme un facteur ayant intensifié leur antisémitisme. La radio jeunesse nazie émettait quotidiennement avec une programmation conçue spécifiquement pour différents groupes d'âge. Les programmes pour les enfants de 6 à 10 ans présentaient des contes de fées réinterprétés où des princes aryens vainquaient des dragons représentant des Juifs. Les histoires d'aventure pour les adolescents glorifiaient des batailles historiques allemandes, mettant en avant le courage de soldats qui mouraient pour la patrie. Les dramatisations radiophoniques recréaient des moments de l'histoire du parti nazi, présentant Hitler comme le sauveur de l'Allemagne. Entre les programmes, des chœurs d'enfants chantaient des hymnes nazis avec des arrangements musicaux accrocheurs conçus pour s'ancrer dans les esprits jeunes. Les enfants mémorisaient ces chansons sans effort conscient, répétant des paroles sur la conquête, le sacrifice et la suprématie raciale. Les jouets pour enfants reflétaient et renforçaient la militarisation de l'enfance allemande. Les magasins de jouets vendaient des soldats en plomb vêtus d'uniformes SS parfaitement détaillés. Les ensembles incluaient des figurines de prisonniers pour que les enfants mettent en scène des exécutions. Les tanks jouets portaient des insignes authentiques des divisions Panzer. Les modèles d'avions reproduisaient des bombardiers Stuka avec une précision technique. Les poupées pour filles représentaient exclusivement des idéaux aryens, cheveux blonds, yeux bleus, traits nordiques. Les fabricants produisaient des poupées vêtues d'uniformes des jeunesses hitlériennes et de la Ligue des filles allemandes. Parallèlement, circulaient des caricatures grotesques de poupées avec des nez exagérés, étiquetés explicitement comme « juives », conçues pour apprendre aux filles à reconnaître et à rejeter l'infériorité raciale. Les jeux de société complétaient la militarisation du temps de loisir. Judenraus, Juif dehors, lancé en 1938, défiait les joueurs à capturer des pions représentant des Juifs et à les expulser de la ville vers la Palestine. Le joueur qui expulsait le plus de Juifs gagnait. Bombers Over England permettait aux enfants de simuler des bombardements de villes britanniques, gagnant des points pour détruire des cibles civiles. Ces jeux normalisaient la violence et le déplacement forcé comme des activités amusantes et souhaitables. Le calendrier du Deutsche Jungvolk, un calendrier annuel distribué gratuitement à tous les membres du jeune peuple allemand, combinait des fonctions pratiques avec un endoctrinement continu. Chaque page contenait des dates importantes du calendrier nazi, anniversaire de Hitler, anniversaire du coup d'État de Munich, commémoration des martyrs du parti. Les illustrations montraient de jeunes nazis héroïques conquérant des ennemis. Les marges incluaient des citations de Hitler et d'autres leaders nazis. Les enfants consultaient ces calendriers quotidiennement pour leurs devoirs scolaires, absorbant sans s'en rendre compte des messages idéologiques à chaque consultation. Les chansons infantiles nazies représentaient peut-être l'élément le plus insidieux de la propagande culturelle. Des mélodies simples et accrocheuses comportaient des paroles qui glorifiaient la guerre et la mort. Es zittern die Morschenknochen, les os pourris tremblent,
chantaient sur se préparer à la guerre où aujourd'hui nous appartient l'Allemagne, demain le monde entier. Vorwärts, vorwärts, en avant. En avant, proclamait, notre drapeau signifie plus que la mort. Les enfants chantaient ces chansons à l'école, dans des camps et lors de réunions familiales. Les mélodies restent dans leurs esprits pendant des décennies, même après avoir compris l'horreur de leurs paroles. Joseph Goebbels surveillait personnellement l'efficacité de la propagande infantile grâce à des rapports détaillés de tout le Reich. Ces journaux documentent sa satisfaction en recevant des rapports d'enfants de 8 ans exprimant spontanément de la haine envers les Juifs, des adolescents demandant la permission de rejoindre l'armée avant l'âge légal et des familles entières adoptant des attitudes nazies en raison de l'influence de leurs enfants endoctrinés. Pour Goebbels, ces rapports confirmaient le succès de sa stratégie. La propagande la plus efficace était celle qui ne se percevait pas comme de la propagande, mais comme une vérité naturelle et évidente. Pour 1939, toute une génération d'enfants allemands avait grandi immergés dans cet environnement de propagande totale. Ils ne connaissaient pas de livres pour enfants sans message raciste, de jouets sans symbolique militaire, de chansons sans glorification de la guerre. Le divertissement et l'endoctrinement s'étaient fusionnés de manière indiscernable. Ces enfants ne pouvaient pas séparer leurs propres pensées des idées implantées par une répétition constante depuis l'enfance. La propagande avait atteint son objectif suprême, devenir invisible en se transformant en la seule réalité connue. La destruction de la famille, enfants contre parents. Le totalitarisme nazi exigeait une loyauté absolue qui ne tolérait aucune concurrence, même pas celle des liens familiaux les plus fondamentaux. Le régime comprenait que tant que les parents conservaient une autorité morale sur leurs enfants, il y aurait une limite à l'influence de l'État. La solution fut systématique et brutale, transformer les enfants en espions et en exécuteurs de l'État au sein de leur propre foyer, transformant l'institution familiale en champ de bataille idéologique, où le frère dénonçait le frère et le fils trahissait le père. La doctrine officielle proclamait explicitement la primauté de l'État sur la famille. Les dirigeants nazis déclaraient que le Führer était le véritable père de tous les enfants allemands, tandis que les parents biologiques n'étaient que de simples gardiens temporaires dont la fonction était d'élever des corps sains pour le Reich. Hitler lui-même affirmait dans des discours que les enfants n'appartenaient pas à leur famille, mais à la nation. Cette idéologie était constamment renforcée dans les jeunesses hitlériennes, où les dirigeants instruisaient explicitement les jeunes que si leurs parents exprimaient des doutes sur le nazisme, ils devaient être signalés aux autorités comme traîtres. Les cas documentés d'enfants dénonçant leurs propres parents révèlent la profondeur de cette destruction familiale. Walter Hess, résident de la colonie de 11 ans, a entendu son père faire des commentaires critiques sur Hitler lors du dîner en mars 1936. Walter, membre enthousiaste des Deutsches Jungvolk, a immédiatement rapporté à son leader jeunesse. La Gestapo a arrêté le père cette même nuit. Après un procès sommaire devant le Volksgerichtshof, il a été condamné pour sédition et exécuté par guillotine en juillet de cette année. Walter a reçu des éloges publics dans son unité des jeunesses hitlériennes pour sa loyauté envers le Führer. Sa mère, anéantie, a été forcée d'assister à la cérémonie où son fils a été décoré pour avoir causé la mort de son époux. Marianne Wiese, âgée de 16 ans et membre éminente de la Ligue des filles allemandes, a dénoncé son père en 1941 pour avoir écouté des émissions de radio de la BBC, un crime sévèrement puni pendant la guerre. La Gestapo a fait irruption dans son foyer pendant une émission nocturne et a arrêté son père devant la famille. Marianne a témoigné contre lui lors du procès, déclarant que son père avait trahi le peuple allemand en consommant de la propagande ennemie. Le père a été envoyé dans un camp de concentration où il est mort en 1943. Marianne n'a jamais exprimé de regrets publics, mais selon des témoignages ultérieurs de membres de la famille, elle a tenté de se suicider 3 fois dans les années 1950, tourmentée par la culpabilité de sa trahison. L'ampleur du phénomène était considérable. Les archives de la Gestapo documentent des milliers de cas où des mineurs ont fourni des informations ayant conduit à l'arrestation de membres de leur famille. Entre 1933 et 1945, environ 20% des dénonciations reçues par la police secrète provenaient de mineurs de moins de 18 ans,
beaucoup dénonçant leurs propres parents, oncles, frères aînés ou grands-parents. Les crimes dénoncés variaient des commentaires critiques sur le régime à l'aide aux Juifs, à l'écoute de la radio étrangère, à l'expression de doutes sur la victoire allemande ou simplement à un manque d'enthousiasme pour le nazisme. Le régime n'encourageait pas seulement ces dénonciations, mais les célébrait publiquement comme des exemples de fidélité supérieure. Les enfants dénonciateurs apparaissaient dans les journaux locaux comme des héros. On leur décernait des médailles lors de cérémonies scolaires. Leurs photographies étaient affichées sur des panneaux d'affichage communautaires. Cette reconnaissance publique récompensait la délation, encourageait d'autres enfants à imiter ce comportement et envoyait un message terrifiant à tous les parents allemands, selon lequel il n'existait aucune sécurité même dans l'intimité du foyer. L'entraînement spécifique dans les jeunesses hitlériennes renforçait systématiquement ce comportement. Les leaders juvéniles enseignaient explicitement aux enfants à surveiller les conversations familiales, à identifier les commentaires démoralisateurs ou anti-allemands et à rapporter immédiatement toute déviation idéologique. Lors de séances d'endoctrinement, les instructeurs présentaient des scénarios hypothétiques. Que ferais-tu si tu entendais ton père critiquer le Führer ? La réponse correcte, soulignée à plusieurs reprises, était une dénonciation immédiate. Les enfants qui exprimaient des doutes sur la trahison de leur famille faisaient face à l'humiliation publique et à des accusations de faiblesse raciale. Les conflits générationnels ont atteint des niveaux de tension insoutenables dans des millions de foyers allemands. Des parents qui avaient vécu dans l'Allemagne d'avant le nazisme essayaient de préserver des valeurs traditionnelles de pensée critique, de compassion et de moralité indépendante. Leurs enfants, complètement endoctrinés, les voyaient comme des reliques d'une époque faible et vaincue. Les dîners familiaux devenaient des champs de bataille idéologiques. Les parents apprenaient à garder le silence sur leurs véritables pensées. Les enfants interprétaient ce silence comme un manque d'enthousiasme suspect. La confiance fondamentale entre parents et enfants se désintégrait sous la pression du totalitarisme. Hans Scholl, membre par la suite du groupe de résistance La Rose Blanche, a été dénoncé aux autorités par son frère cadet de 13 ans en 1938 pour avoir exprimé des doutes sur la guerre. Bien que Hans ait évité des conséquences graves à cette occasion, l'incident a détruit la relation fraternelle et a illustré comment le nazisme pénétrait même les relations entre pères de la même génération. Certaines familles ont essayé de résister activement au conditionnement de leurs enfants, faisant face à des conséquences dévastatrices. Elisabeth et Franz Jägerstätter, catholiques dévoués en Autriche, ont refusé de permettre à leurs enfants de participer aux jeunesses hitlériennes. Les autorités ont répondu en arrêtant les deux parents en 1940 pour sabotage de l'effort de guerre juvénile. Les enfants ont été placés dans des institutions étatiques où ils ont reçu un conditionnement intensif. Franz a ensuite été exécuté pour avoir refusé le service militaire obligatoire. Les enfants, totalement conditionnés dans les institutions étatiques, ont refusé de reconnaître leur mère lorsqu'elle a finalement été libérée en 1945. Le programme Lebensborn représentait l'expression institutionnelle la plus extrême de la subordination familiale à l'État. Cette initiative des SS retirait des enfants considérés comme racialement précieux de familles jugées inadaptées et les plaçait avec des familles politiquement fiables ou dans des institutions de l'État. Entre 1935 et 1945, environ 20 000 enfants allemands ont été retirés de leur foyer biologique dans le cadre de ce programme. De plus, dans les territoires occupés, notamment en Pologne et en Norvège, les SS ont enlevé entre 100 000 et 200 000 enfants jugés d'apparence aryenne pour les germaniser de force. Ces enfants étaient séparés de leur famille, leurs noms changés, et soumis à un endoctrinement intensif pour éliminer tout souvenir de leurs origines. Le traumatisme psychologique à long terme dans les familles touchées par ces dynamiques a été dévastateur et permanent. Des enfants qui avaient dénoncé leurs parents ont dû faire face à des décennies de culpabilité une fois le régime nazi écroulé et qu'ils comprenaient l'ampleur de leurs actions. Beaucoup n'ont jamais réussi à se réconcilier avec des membres survivants de la famille. Les suicides parmi les anciens membres des jeunesses hitlériennes qui avaient trahi leur famille ont atteint des taux significativement élevés dans les décennies des années 1950 et 60. Les psychologues qui ont travaillé avec cette population ont documenté des cas de dépression sévère, de troubles anxieux
et d'incapacité à établir des relations de confiance. Pour 1945, des millions de familles allemandes avaient été fracturées de manière permanente par le projet nazi de subordonner la loyauté familiale à la loyauté étatique. Les parents et les enfants qui avaient survécu à la guerre faisaient face à des abîmes de méfiance et de ressentiment impossibles à combler. L'institution familiale, traditionnellement le refuge le plus fondamental contre la tyrannie étatique, avait été transformée en instrument de contrôle totalitaire, et les cicatrices de cette perversion persisteraient pendant des générations. Enfants soldats, la dernière génération sacrifiée. Lorsque la marée de la guerre s'est irréversiblement retournée contre l'Allemagne, le régime nazi a puisé dans ses ressources les plus précieuses et vulnérables, les enfants qu'il avait passé une décennie à endoctriner. Ce qui a suivi fut l'une des tragédies les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. L'utilisation massive d'adolescents et d'enfants comme combattants dans des batailles désespérées, où des milliers sont morts en défendant une cause perdue avec un fanatisme que seul l'endoctrinement systématique pouvait produire. La 12e division Panzer SS Hitlerjugend, formée en juin 1943, représenta la première mobilisation massive d'adolescents en tant qu'unité militaire de combat. Cette division recruta exclusivement des membres des jeunesses hitlériennes nés en 1926, des garçons de 17 ans sans expérience militaire préalable. 10 000 jeunes furent sélectionnés sur la base de leur fanatisme idéologique et de leur aptitude physique. L'entraînement dura à peine 6 mois, insuffisant pour préparer des soldats professionnels, mais adéquat pour créer des combattants suicidaires sans peur de la mort. La division Hitlerjugend a participé à certaines des batailles les plus sanglantes du front occidental. Lors de la défense de Normandie, après le débarquement allié en juin 1444, ces adolescents ont combattu avec une férocité surprenante. Les soldats canadiens et britanniques ont rapporté un choc en découvrant qu'ils faisaient face à des enfants de 15 et 16 ans. Les garçons de la Hitlerjugend se battaient jusqu'à la mort, refusant de se rendre même dans des situations impossibles. Au combat rapproché dans les rues de Caen, des adolescents allemands attaquaient des tanks alliés avec des charges explosives, sachant qu'ils mourraient dans cette tentative. Leur tactique était téméraire, attaque frontale contre des positions fortifiées, refus de se retirer dans n'importe quelle circonstance, exécution sommaire de compagnons montrant de la lâcheté. Les taux de perte dans la division étaient catastrophiques. Au cours des 3 premiers mois de combat en Normandie, la division Hitlerjugend a perdu plus de 60% de sa force initiale. À la fin du mois d'août 1944, sur le contingent original de 10 000 jeunes, moins de 3 000 restaient vivants et indemnes. La division a été reconstruite avec de nouvelles recrues, tout aussi jeunes, seulement pour être de nouveau détruite dans les Ardennes en décembre de cette année-là. Le cycle s'est répété, endoctrinement, déploiement, anéantissement, remplacement. Les garçons mouraient par milliers défendant des positions sans valeur stratégique, sacrifiés par une idéologie qui les considérait comme des munitions jetables. La création du Volkssturm en septembre 1944 a marqué la militarisation totale de la population civile, y compris des enfants et des personnes âgées. Joseph Goebbels a proclamé que tout Allemand capable de tenir une arme devait défendre la patrie. L'âge minimum, officiellement fixé à 16 ans, a été systématiquement ignoré. Des enfants de 14, 13, même 12 ans ont été recrutés de force. Au cours des derniers mois de la guerre, des écoles entières ont été vidées lorsque des enseignants emmenaient directement leurs élèves des salles de classe vers des positions défensives. L'entraînement du Volkssturm était pratiquement inexistant. Les enfants recevaient des uniformes improvisés, souvent simplement des brassards, et des armes obsolètes ou capturées. Beaucoup portaient des fusils de la Première Guerre mondiale sans munitions adéquates. L'armement principal était des Panzerfaust, des lance-roquettes anti-chars à usage unique, qui nécessitaient de s'approcher à moins de 50 mètres de la cible. Envoyer des enfants de 13 ans contre des chars T-34 soviétiques avec ces armes était une condamnation à mort. Les garçons mouraient par dizaines dans des tentatives suicidaires pour arrêter l'avance imparable de l'armée rouge. La défense de Berlin en avril et mai 1945 a exposé la dépravation finale du régime nazi. Alors qu'Hitler restait dans son bunker, des milliers d'enfants se battaient dans les rues de la capitale. Des photographies de prisonniers allemands capturés par des soviétiques
montrent des visages de 12 et 13 ans, uniformés avec des casques qui leur vont trop grands, des expressions de terreur et de confusion. Ces enfants opéraient des canons anti-aériens de 88 mm contre des chars, des positions complètement exposées où ils mouraient sous le feu de l'artillerie. Ils défendaient des barricades improvisées avec des fusils qu'ils ne pouvaient à peine tenir. Ils lançaient des Panzerfaust par les fenêtres d'immeubles en ruine. Alfred Czech, âgé de 12 ans, a été capturé par des soviétiques à Berlin en portant un Panzerfaust presque aussi grand que lui. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il se battait, il a répondu que son chef des jeunesses hitlériennes lui avait dit que les Russes tueraient sa famille s'il ne défendait pas la ville. Willy Hübner, âgé de 15 ans, opérait un canon anti-aérien lorsqu'une grenade soviétique a détruit sa position. Il a survécu avec les 2 jambes amputées. À l'hôpital militaire, alors qu'il mourait d'une infection, il chantait des hymnes des jeunesses hitlériennes, son endoctrinement si profond que ni la douleur ni la trahison évidente de ses chefs ne pouvaient le briser. Le fanatisme de ces enfants soldats horrifiait même des soldats vétérans des 2 camps. Des officiers allemands ont rapporté des cas de garçons de 14 ans exécutant sommairement des soldats adultes pour avoir suggéré la reddition. Les enfants, endoctrinés pour considérer la reddition comme une trahison punissable de mort, appliquaient cette logique avec brutalité. Dans les dernières semaines de la guerre, des équipes d'exécution des SS patrouillaient Berlin en pende des soldats accusés de lâcheté à des lampadaires. De nombreux exécuteurs étaient des adolescents des jeunesses hitlériennes. Les soldats soviétiques ont été traumatisés en découvrant la jeunesse de nombreux combattants allemands. Vassili Grossman, correspondant de guerre soviétique, a écrit dans son journal sur la capture d'une position défensive allemande où ils ont trouvé 17 corps, tous des garçons âgés de 12 à 16 ans. Les soldats russes, beaucoup étant eux-mêmes des pères, ont été tellement affectés par cette vision qu'ils ont refusé de piller les corps comme c'était la pratique courante. Un commandant de chars soviétique a décrit l'angoisse de écraser avec son véhicule un enfant allemand d'environ 13 ans qui avait essayé de l'attaquer avec une mine magnétique. « Il était à peine plus vieux que mon propre fils », a-t-il écrit. « Je ne pouvais même pas le haïr. » Les atrocités commises par des unités de jeunesse durant cette période finale ont encore terni cette tragédie. Des garçons de la jeunesse hitlérienne ont participé à des massacres de prisonniers de guerre et de civils dans les derniers mois du conflit. En mars 1945, une unité d'adolescents a exécuté 200 prisonniers de guerre polonais près de Dresde. En avril, des membres juvéniles du Volkssturm ont participé au massacre de travailleurs forcés dans des camps de concentration lors de marches d'évacuation. Le conditionnement avait produit des enfants capables de commettre des crimes de guerre sans remords apparents. Le destin des survivants fut sombre et prolongé. Nombre d'enfants soldats capturés passèrent des années dans des camps de prisonniers soviétiques où ils firent face à la faim, au travail forcé et à un traumatisme supplémentaire. Ceux qui furent libérés regagnèrent finalement une Allemagne détruite où ils découvrirent que leurs dirigeants les avaient trahis, les sacrifiant dans une guerre perdue pour une cause criminelle. Beaucoup ne réussirent jamais à se réintégrer dans la société civile. Les taux de suicide, d'alcoolisme et de violence domestique parmi les anciens enfants soldats nazis restèrent élevés pendant des générations. Les estimations concernant les enfants morts au combat au cours des 6 derniers mois de la guerre varient, mais des chercheurs conservateurs estiment qu'au moins 20 000 mineurs de moins de 18 ans sont morts en défendant le Reich. D'autres estimations placent le chiffre à 40 000 ou plus. Ces chiffres n'incluent pas les enfants morts dans des bombardements, des évacuations forcées, ou en tant que victimes collatérales du combat urbain. Toute une génération a été littéralement sacrifiée par une idéologie génocidaire qui l'avait indoctrinée systématiquement depuis l'enfance pour accepter la mort comme un destin glorieux. Conséquences et héritage. Le prix d'une enfance volée. Le 8 mai 1945, lorsque l'Allemagne s'est rendue sans condition, des millions de jeunes Allemands ont été confrontés à un effondrement existentiel. La réalité qu'ils avaient connue depuis leur enfance, les vérités qu'ils considéraient comme absolues, le but qui définissait leur vie, tout s'est révélé être un mensonge. Le processus d'éveil de ce conditionnement massif serait long, douloureux et, pour beaucoup, impossible à compléter.
les Alliés ont lancé des programmes de dénazification conçus pour purger l'idéologie nazie de la société allemande. Entre 1945 et 1949, des millions d'Allemands ont été soumis à des questionnaires approfondis, les classifiant selon leur niveau de complicité avec le régime. Les jeunes représentaient un défi unique. Beaucoup avaient été si profondément endoctrinés qu'ils ne pouvaient concevoir une identité séparée du nazisme. Des enfants de 15 ans interrogés par des officiers alliés répondaient à des questions sur Hitler avec la même dévotion religieuse qu'ils avaient montrée pendant la guerre. La loyauté envers le Führer n'était pas politique, mais psychologique, enracinée dans leur personnalité en développement. Les programmes de rééducation ont tenté de contrecarrer des années de propagande par une exposition à la vérité historique. Des films de camps de concentration libérés ont été montrés aux jeunes Allemands. Ils ont été emmenés en visite forcée à Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen. L'intention était de provoquer un choc moral qui briserait l'endoctrinement. Pour certains, cela a fonctionné. La confrontation avec la réalité de l'Holocauste a détruit leurs illusions sur le nazisme. Mais pour beaucoup d'autres, la dissonance cognitive s'est avérée insurmontable. Confrontés à des preuves indéniables des atrocités commises au nom de l'idéologie qu'ils avaient adorée, certains ont simplement refusé de croire. Ils insistaient sur le fait que les films étaient de la propagande alliée, que les témoignages de survivants étaient des fabrications, que les horreurs étaient des exagérations. Cette résistance psychologique à abandonner des croyances acquises pendant l'enfance a persisté pendant des décennies. Des études sociologiques des décennies 1950 et 60 ont documenté que d'anciens membres des jeunesses hitlériennes maintenaient des attitudes autoritaires, xénophobes et nationalistes à des taux significativement plus élevés que les Allemands ayant atteint la maturité avant le nazisme. Le conditionnement infantile avait laissé des marques indélébiles sur leur structure de pensée. Même ceux qui rejetaient intellectuellement le nazisme découvraient que leurs réactions émotionnelles instinctives reflétaient un conditionnement nazi, méfiance viscérale envers les étrangers, inconfort avec la diversité, appréciation esthétique des symboles autoritaires. Le phénomène de Schweigen, le silence, a dominé la génération endoctrinée pendant des décennies. Confrontés à la culpabilité, à la honte et à une dissonance cognitive insupportable, des millions ont simplement refusé de discuter de leur passé nazi. Les parents ne parlaient pas à leurs enfants de leur jeunesse dans les jeunesses hitlériennes. Les grands-parents évitaient les questions sur la guerre. Ce silence générationnel a créé un vide historique où il aurait dû y avoir transmission de mémoire. Le refus de confronter le passé a permis aux mythes révisionnistes de prospérer, que la majorité des Allemands ne savaient pas ce qu'était l'Holocauste, qu'ils ont été victimes de Hitler autant que d'autres, que leur participation était forcée et involontaire. L'impact sur la paternité a été profond et complexe. D'anciens membres des jeunesses hitlériennes, qui ont eu des enfants dans les décennies 1950 et 1960, ont été confrontés à des dilemmes impossibles. Ils avaient été élevés dans un système qui valorisait l'obéissance aveugle, la conformité totale et la loyauté fanatique. Ils ne connaissaient pas de modèle d'éducation basé sur l'autonomie, la pensée critique ou l'individualité. Certains ont reproduit des schémas autoritaires appris dans leur jeunesse, élevant leurs enfants avec une discipline brutale et des exigences d'obéissance absolue. D'autres, horrifiés par leur propre passé, ont adopté une permissivité extrême, refusant d'imposer toute structure par peur de reproduire leur propre endoctrinement. Les enfants de cette génération ont grandi avec des parents psychologiquement endommagés, incapables de fournir une guidance morale cohérente. Les cas de suicide parmi les anciens enfants soldats et les membres éminents des jeunesses hitlériennes ont atteint des proportions épidémiques dans les années 50. Les dossiers de santé mentale dans les zones d'occupation alliées documentent des taux de dépression sévères chez les vétérans de moins de 25 ans, supérieurs de 30% à ceux des soldats adultes. Le traumatisme d'avoir tué et vu mourir des camarades lors de batailles pour une cause révélée comme criminelle se révélait psychologiquement insoutenable. Beaucoup ont développé un trouble de stress post-traumatique des décennies avant que la condition ne soit formellement reconnue. Sans traitement adéquat, sans vocabulaire pour décrire leur souffrance, sans soutien social dans une société qui préférait oublier, des milliers n'ont tout simplement pas réussi à survivre à la paix. Les programmes éducatifs modernes en Allemagne
représente l'effort le plus sérieux de toute nation pour confronter son passé totalitaire. À partir de la décennie de 1970, le curriculum scolaire allemand a commencé à aborder l'Holocauste et le conditionnement nazi avec une honnêteté sans précédent. Les élèves visitent des sites de camps de concentration comme partie obligatoire de leur éducation. Ils étudient des témoignages de survivants. Ils analysent la propagande nazie pour comprendre les techniques de manipulation. Ces leçons ont un double objectif: honorer la mémoire des victimes et vacciner les nouvelles générations contre la manipulation idéologique. L'héritage du conditionnement nazi offre des avertissements qui transcendent un contexte historique spécifique. Le cas allemand démontre la vulnérabilité particulière des enfants et des adolescents à la manipulation systématique. Les cerveaux en développement manquent de l'expérience et de la pensée critique nécessaires pour résister à la propagande coordonnée. Lorsque le conditionnement commence suffisamment tôt et s'applique avec suffisamment de totalité, il peut façonner de manière permanente les structures cognitives et émotionnelles. Les parallèles avec d'autres cas d'endoctrinement massif des jeunes sont troublants. Les Khmers rouges, au Cambodge, ont utilisé des enfants comme exécuteurs de génocide après des années d'endoctrinement qui présentaient les adultes éduqués comme des ennemis de classe. Les enfants soldats de l'ISIS ont été endoctrinés par des techniques étonnamment similaires aux jeunesses hitlériennes: séparation des influences familiales modératrices, immersion dans une idéologie totalitaire, glorification de la violence et du martyre. La Corée du Nord maintient des systèmes d'endoctrinement des jeunes qui produisent une loyauté fanatique génération après génération. Chaque cas confirme la même leçon terrifiante. Avec un contrôle suffisant sur l'environnement infantile, n'importe quelle idéologie peut être profondément implantée. Les leçons pour prévenir la manipulation future des mineurs sont claires mais difficiles à mettre en œuvre. L'éducation doit souligner la pensée critique et non la mémorisation d'un dogme. Les enfants ont besoin d'être exposés à des perspectives diverses et non d'un endoctrinement uniforme. Les familles doivent rester comme des refuges d'autonomie individuelle et ne pas se soumettre à des impératifs étatiques. Les sociétés doivent valoriser la dissidence constructive et ne pas punir la non-conformité. Mais ces protections nécessitent une vigilance constante, car la tentation du totalitarisme ne disparaît jamais complètement. Les derniers survivants de la génération endoctrinée par le nazisme ont maintenant plus de 80 ans. Au cours de leur dernière décennie, beaucoup ont enfin rompu des décennies de silence, offrant des témoignages sur leurs expériences. Ces récits révèlent le coût humain dévastateur de l'endoctrinement, des vies définies par la culpabilité, des relations détruites par des trahisons infantiles, des identités fracturées par l'impossibilité de réconcilier l'enfant endoctriné avec l'adulte conscient. Certains expriment un profond regret. D'autres conservent des fragments de nostalgie pour la certitude et l'appartenance que les jeunesses hitlériennes offraient. La plupart expriment simplement de la tristesse pour des enfances volées, pour avoir été utilisés comme des instruments de mal avant d'avoir la capacité de résister. L'histoire du conditionnement des jeunes nazis constitue un avertissement permanent sur la vulnérabilité des enfants à la manipulation systémique. Elle montre comment des régimes totalitaires peuvent transformer des générations entières en instruments de leurs objectifs par le contrôle sur l'éducation, la culture, la famille et la société. Elle confirme que la protection de l'autonomie infantile et le développement de la pensée critique ne sont pas des luxes pédagogiques, mais des défenses essentielles contre de futurs totalitarismes. Et enfin, elle documente le prix terrible que paient les enfants lorsque des sociétés permettent aux idéologies extrémistes de capturer les esprits les plus vulnérables.